Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et mardi dernier, mon médecin a regardé mon dossier, m'a regardé et a dit quelque chose que je n'arrive toujours pas à croire. Marguerite, vous êtes en meilleure santé que la plupart de mes patients de 50 ans. Il n'essayait pas de me flatter. Il avait l'air sincèrement perplexe. Je vis seule maintenant, depuis des années. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que ça voulait dire que j'étais censée m'effacer doucement, prendre plus de médicaments, bouger moins, avoir besoin de plus d'aide, devenir de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement. C'est ce que je faisais, en fait. Disparaître. Mais quelque chose s'est passé il y a 3 ans qui a tout changé. Et ce n'était pas un médicament miracle, ni un traitement coûteux. C'était 5 petites choses que j'ai commencé à faire chaque matin. Des choses si simples que j'ai failli ne pas m'en donner la peine. Sauf qu'elles ont marché. Et maintenant, mes enfants m'appellent moins souvent pour vérifier si je vais bien. Mes voisins n'ont plus l'air inquiets quand ils me voient porter mes courses. Et je n'ai plus l'impression de m'accrocher. J'ai l'impression de vivre. Laissez-moi vous dire comment j'étais avant. Parce que si vous m'aviez vu alors, vous n'auriez pas cru que j'arriverais jusqu'à maintenant. C'était en février 2022. J'avais 80 ans. Je venais de rentrer du supermarché, le petit à 2 rues de chez moi. J'avais l'habitude d'y aller à pied 2 fois par semaine, mais cet hiver-là, même la marche me semblait impossible. Mes genoux me faisaient mal, mon dos me faisait mal, mes mains ne fonctionnaient plus correctement. J'avais acheté un bocal de cornichons, le genre que Richard mangeait directement du bocal avec une fourchette en restant debout devant le comptoir. Je n'aime même pas les cornichons. Mais je les ai vus sur l'étagère et j'ai pensé, il aurait voulu ceux-là. Je suis rentrée, j'ai posé le sac sur le comptoir, j'ai essayé d'ouvrir le bocal. Il ne bougeait pas. Je l'ai passé sous l'eau chaude. Réessayé. Rien. J'ai utilisé un torchon pour mieux tenir. Je l'ai calé contre ma hanche. J'ai tourné jusqu'à ce que mon poignet me brûle. Toujours rien. Je me suis tenue là dans ma cuisine, tenant ce stupide bocal, et j'ai commencé à pleurer. Pas à cause des cornichons, mais parce que je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à faire quelque chose d'aussi basique qu'ouvrir un bocal. J'ai dû appeler ma voisine, une femme de 20 ans plus jeune que moi, et lui demander de venir m'aider. Elle a été gentille. Elle n'en a pas fait toute une histoire. Elle l'a ouvert en 2 secondes, a souri et est partie. Mais après qu'elle a fermé la porte, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient, pas à cause de l'effort. À cause de quelque chose de plus profond, j'étais terrifiée. Terrifiée que ce soit ça. Que j'avais franchi une ligne invisible et que maintenant j'allais continuer à perdre des morceaux de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je prenais 9 pilules chaque matin. Ma tension était élevée. Mon taux de sucre grimpait. J'avais ce que mon médecin appelait poliment un léger déclin cognitif, ce qui est une façon gentille de dire que j'oubliais constamment des choses, des noms, des rendez-vous, si j'avais déjà pris mes médicaments. Je me sentais fatiguée tout le temps, mais je n'arrivais pas à dormir toute la nuit. Je me réveillais à 2 heures, à 4 heures, à 5h30, et je restais juste allongée là dans le noir, à attendre le matin. Et chaque matin semblait pareil. Lord, comme si je me traînais à travers. Je n'ai pas dit à mes enfants à quel point c'était devenu dur. Ils avaient leur propre vie. Je ne voulais pas être le problème qu'ils devaient résoudre. Alors j'ai juste continué, plus petite, plus silencieuse, plus fatiguée. Jusqu'à une nuit où je n'ai pas pu dormir du tout. Je me suis levée vers 3 heures du matin, j'ai fait du thé que je n'ai pas bu, et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Je ne sais pas ce que je cherchais exactement. Peut-être la preuve que d'autres personnes se sentaient comme ça. Peut-être la permission d'abandonner. Mais j'ai commencé à lire des histoires de gens, des vieux, plus vieux que moi, qui vivaient encore. Pas juste survivaient. Vivait. Il y avait un homme au Japon, 96 ans, qui allait encore au marché à vélo tous les jours. Une femme en Grèce, 92 ans, qui faisait pousser ses propres légumes et cuisinait pour toute sa famille. Et j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? Alors j'ai continué à lire,
Et quelque part dans ces articles et études et témoignages silencieux, j'ai trouvé quelque chose, pas un remède, pas une promesse, juste un fil, et j'ai décidé de tirer dessus. La première chose que j'ai changée était si petite que j'ai failli la rejeter entièrement, mais c'est celle qui, avec le recul, a tout déclenché. J'ai commencé à m'asseoir près de ma fenêtre de cuisine chaque matin pendant 15 minutes. C'est tout. C'était tout ce que c'était. Pas d'exercice, pas de pilule. Juste moi, un verre d'eau et la fenêtre qui fait face à l'est vers le lever du soleil. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. C'était début mars, il faisait encore froid. J'avais lu quelque chose sur la lumière naturelle qui affecte le sommeil et j'ai pensé, bon, je n'ai rien à perdre. L'article disait qu'il faut avoir la lumière du soleil dans les yeux, de la vraie lumière du soleil, pas à travers une vitre, dans la première heure après le réveil. Ça aide à réinitialiser votre horloge interne ou quelque chose comme ça. Je ne comprenais pas vraiment la science, mais je comprenais le sommeil, et je n'en avais pas. Alors le lendemain matin, j'ai mis mon réveil à 6 heures. Je me suis levée, j'ai rempli un verre d'eau du robinet et j'ai ouvert la porte de derrière. Il faisait glacial, 3 degrés. Je me suis tenue là sur le perron en robe de chambre et chaussons, frissonnant, fixant le ciel comme une idiote. Le soleil ne s'était pas encore levé. Juste une lumière grise pâle qui rampait par-dessus les toits de l'autre côté de la rue. J'ai tenu peut-être 3 minutes avant de rentrer. Mais j'ai senti quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être juste le choc de l'air froid. Peut-être le fait que j'avais fait quelque chose de délibéré, quelque chose pour moi, au lieu de juste réagir à la journée. Je l'ai refait le lendemain matin. Et le suivant. À la fin de la première semaine, j'avais compris que je n'avais pas besoin de geler. Je pouvais m'asseoir à l'intérieur, près de la fenêtre avec elle entr'ouverte, assez proche pour sentir l'air, mais pas assez pour perdre un orteil. J'ai commencé à porter mon eau avec moi, juste un grand verre à température ambiante. Je le sirotais lentement pendant que la lumière montait. Et quelque chose d'étrange a commencé à se passer. J'ai commencé à mieux dormir. Pas immédiatement, pas la première semaine. Mais à la 3e semaine, j'ai remarqué que je ne me réveillais plus à 2 heures, ni à 4 heures. Je me réveillais une fois peut-être, vers 5h30. Et puis je me rendormais. À la 6e semaine, je dormais d'une traite, 7 heures, parfois 8. Je n'avais pas dormi comme ça depuis des années. Je ne l'ai dit à personne. Ça semblait trop fragile. Comme si je le disais à voix haute, ça allait arrêter de marcher. Mais mon corps savait. J'ai arrêté d'avoir besoin des somnifères que mon médecin m'avait prescrits. Je ne les ai juste pas pris une nuit. Et j'ai bien dormi. Alors je ne les ai pas pris la nuit suivante non plus. Quand je suis allée à mon bilan quelques mois plus tard, je l'ai mentionné en passant. Mon médecin a penché la tête, a regardé mon dossier, m'a regardé. « Vous avez arrêté le somnifère ?»« Je n'en ai plus besoin. »« Depuis combien de temps ?»« 2 mois. » Il n'a rien dit pendant un moment, puis il a souri, un petit sourire surpris, et a pris une note. « Quoi que vous fassiez, a-t-il dit, continuez. » Je ne lui ai pas dit que c'était juste de l'eau et une fenêtre. Ça semblait trop simple pour être vrai, mais c'était vrai, et ça marchait. Voici ce que je ne savais pas alors, mais que je sais maintenant. Votre corps a besoin de lumière, de vraie lumière, pas la lumière d'une lampe ou d'une télé, la lumière du soleil. Elle dit à votre cerveau quand se réveiller, quand fabriquer les substances chimiques qui vous gardent alerte, quand arrêter de les fabriquer pour que vous puissiez dormir. Sans elle, tout dérive. Votre sommeil empire, votre énergie empire, votre humeur empire. Et si vous êtes comme moi, vivant seul, passant la plupart de votre temps à l'intérieur, vous pouvez passer des jours sans voir la vraie lumière du jour. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie était devenue sombre. Littéralement. Maintenant, chaque matin, je m'assois près de cette fenêtre. Je bois mon eau. Je regarde la lumière monter. Certains matins, c'est magnifique, rose et or et doux. Certains matins, c'est juste gris. Mais je suis là. Et mon corps sait que je suis là. Ce n'est pas de la magie, mais ça y ressemble. Et ça m'a donné quelque chose que je n'attendais pas, une raison de me lever. Pas pour un rendez-vous. Pas parce que je devais,
mais parce que quelque chose de bon m'attendait. La deuxième chose que j'ai commencé à faire m'a semblé embarrassante au début. Je ne suis pas quelqu'un qui tient un journal. Je ne l'ai jamais été. Richard avait l'habitude de garder un petit carnet où il notait les choses qu'il devait réparer dans la maison. Charnière de la porte du garage, remplacer le filtre de la chaudière, mais c'était pratique, utile. Ce que j'ai commencé à faire semblait, je ne sais pas, mièvre, comme quelque chose qu'une personne plus jeune ferait. Mais je l'ai fait quand même. Chaque matin, après avoir fini de m'asseoir près de la fenêtre, je sors un petit carnet et j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Sauf que je n'écris pas juste la chose, j'écris le souvenir de cette chose, les détails. Comment ça m'a fait me sentir? Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Un matin, j'ai écrit « Je suis reconnaissante pour le son du rire d'Emma quand elle a trouvé le nid d'oiseau dans ma haie la semaine dernière. » Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fermé les yeux et je m'en suis souvenue. La façon dont elle s'est accroupie, très immobile, chuchotant « Madame Marguerite, regardez !» La façon dont ses cheveux sont tombés en avant sur son épaule, la façon dont la mère oiseau sautillait de branche en branche, nous observant, protectrice. Je me suis souvenue du soleil sur ma nuque, l'odeur de l'herbe, la petite main d'Emma qui se tendait en arrière pour attraper la mienne pour que je ne bouge pas. J'ai tout écrit. Ça a pris peut-être 2 minutes, mais quand j'ai fini, je me suis sentie plus légère, comme si j'avais revisité ce moment, comme s'il n'était pas parti. Au début, moi, j'ai eu du mal. Certains matins, je ne pouvais penser à rien. Mon esprit devenait vide. Ou il ne se posait que sur les choses que j'avais perdues. Richard, mon ancienne maison, ma sœur Jeanne. Mais j'ai continué d'essayer. Et lentement, mon cerveau a commencé à remarquer les choses au moment où elles arrivaient. Le facteur qui me fait signe depuis la rue. Le cardinal qui vient à ma mangeoire chaque après-midi. Le goût de mon thé quand je fais vraiment attention au lieu de juste le boire. De petites choses, des choses ordinaires, mais elles ont commencé à s'additionner. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais j'apprenais à mon cerveau à chercher les bonnes choses à nouveau. Pendant des années, j'avais cherché les problèmes, les choses qui faisaient mal, les choses qui n'allaient pas, les choses que je ne pouvais pas réparer. Et quand c'est ce que vous cherchez, c'est tout ce que vous voyez. Mais maintenant, je cherchais autre chose, et j'ai commencé à le voir partout. Environ 1 mois après le début, quelque chose s'est passé à quoi je repense encore. J'étais au supermarché, le même où j'avais l'habitude de lutter juste pour traverser les allées sans m'asseoir. J'étais au rayon fruits et légumes, en train de trier des pommes, quand une femme à côté de moi a soupiré. Fort, frustrée. J'ai jeté un coup d'œil. Elle était plus jeune, peut-être 60 ans, avec une canne et un caddie sur lequel elle s'appuyait lourdement. Elle m'a surprise en train de regarder et a fait un sourire crispé. « Les genoux », a-t-elle dit, comme si ça expliquait tout. J'ai hoché la tête. « Je connais », elle a soufflé. « Vieillir, c'est l'enfer, non ?» Et j'ai ouvert la bouche pour acquiescer, parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde dit, mais je me suis arrêtée. Parce que debout, là, tenant une pomme, j'ai réalisé quelque chose. Je ne luttais plus, mes genoux ne me faisaient pas mal. Je n'étais pas essoufflée. Je ne comptais pas les pas jusqu'à la porte. J'étais juste en train de faire mes courses. Je l'ai regardée et j'ai dit, très doucement, « Ça n'a pas à l'être. » Elle a cligné des yeux. « Quoi ?»« Vieillir. Ça n'a pas à être l'enfer. » Elle m'a regardée comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Et peut-être que c'était le cas, mais je le pensais. J'ai payé mes courses, je suis rentrée à pied et je me suis assise à ma table de cuisine. Et j'ai écrit dans mon carnet de gratitude « Je suis reconnaissante pour la sensation de force dans mes jambes en rentrant aujourd'hui, pour la façon dont le sac ne semblait pas lourd, pour avoir réalisé que je ne suis plus en train de disparaître. Je ne le savais pas encore, mais je n'étais qu'à mi-chemin des changements que j'allais faire. Et le suivant, la 3e chose que j'ai commencé à faire chaque matin, était celui qui a rendu tout le reste possible. Je dois vous parler du matin où j'ai finalement jeté mon déambulateur. Mais je vais trop vite.
Laissez-moi revenir en arrière à la chose qui a rendu ça possible. La troisième habitude, celle que j'ai complètement mal comprise au début. C'était mi-avril à ce moment-là. Je faisais la routine de la lumière et l'écriture de gratitude depuis environ 6 semaines. Je dormais mieux. Je remarquais plus. Je me sentais un peu moins comme si je m'effaçais. Mais j'étais toujours fatiguée. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare. L'autre genre. Celui qui s'installe dans vos os et rend tout plus difficile que ça ne devrait l'être. Je me réveillais à 6 heures, m'asseyais près de ma fenêtre, écrivais mes gratitudes. Mais à 7h30, j'étais de retour dans mon fauteuil, épuisée, me demandant comment j'allais traverser le reste de la journée. J'ai continué à lire, continué à chercher ce qui me manquait. Et j'ai trouvé quelque chose qui semblait trop évident pour avoir de l'importance. L'eau. Pas juste en boire, mais quand on la boit. Est-ce qu'on boit à la place? J'avais commencé chaque matin de la même façon pendant 60 ans. Me lever, traîner les pieds jusqu'à la cuisine, faire du café, boire du café, éventuellement manger quelque chose, peut-être boire de l'eau plus tard, peut-être pas. Il s'avère que c'était le problème. L'article que j'ai lu disait qu'après avoir dormi 7 ou 8 heures, votre corps est sévèrement déshydraté. Votre sang est plus épais, vos articulations sont plus raides. Tout essaie de fonctionner avec moins de liquide qu'il n'en a besoin. Et quand vous ajoutez du café à un corps déshydraté, vous lui demandez de fonctionner à vide. La solution semblait presque insultante dans sa simplicité. Boire de l'eau en premier, avant tout le reste. Pas une gorgée, un verre entier, un demi-litre, à température ambiante ou tiède. Et attendre 30 minutes avant de prendre du café. Je me souviens avoir lu ça et pensé, c'est ça, c'est le secret? Ça semblait être une blague, mais j'ai essayé quand même. Le lendemain matin, j'ai rempli un verre d'eau avant de me coucher et je l'ai laissé sur le comptoir. Quand je me suis réveillée, j'ai bu le tout en m'asseyant près de ma fenêtre. Ça n'avait aucun goût. Je ne me sentais pas différente. J'ai attendu les 30 minutes complètes, puis j'ai fait mon café. Au 3e jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes mains ne me faisaient plus autant mal au réveil. À la fin de la première semaine, la raideur dans mes genoux, celle qui durait d'habitude jusqu'à midi, avait disparu au moment où je me levais. À la 2e semaine, j'avais de l'énergie le matin, de la vraie énergie. Pas le genre nerveux et anxieux que le café vous donne, juste de l'énergie. J'ai commencé à ajouter un peu de citron à l'eau, puis une toute petite pincée de sel. J'avais lu que le sel aidait votre corps à vraiment absorber l'eau au lieu de juste l'évacuer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai continué à le faire, et j'ai continué à me sentir mieux. Voici la partie que je n'attendais pas. Une fois que j'ai commencé à m'hydrater correctement, j'ai commencé à remarquer à quel point j'avais maltraité mon corps pendant des années. Du café à jeun, à peine boire de l'eau de toute la journée, passer des heures sans manger puis manger trop d'un coup parce que j'étais trop fatiguée pour faire attention. Je n'essayais pas de me faire du mal. Je ne faisais juste pas attention. Mais maintenant je faisais attention. Et mon corps a répondu comme s'il avait attendu que je le remarque. Le brouillard cérébral que j'appelais la vieillesse a commencé à se lever. Je pouvais me souvenir où j'avais mis mes lunettes. Je pouvais suivre les conversations sans perdre le fil. Mon médecin m'avait dit que j'étais prédiabétique l'année précédente. Mon HbA1c c'était à 6,3. Pas terrible, mais allant dans la mauvaise direction. Quand je suis retournée pour mon bilan en juin, il a refait le test. 5,8. Il a regardé le chiffre. M'a regardé. Qu'est-ce que vous faites différemment? Je bois de l'eau, ai-je dit. Il a attendu la suite. C'est tout. De l'eau. Le matin, avant le café. Il a souri. Pas le sourire poli que les médecins font quand ils pensent que vous êtes confuse. Un vrai sourire. Eh bien, a-t-il dit, continuez. Je ne lui ai pas dit que j'avais aussi commencé à m'asseoir près d'une fenêtre et à écrire dans un carnet. Il pensait déjà que j'étais assez bizarre. Mais je commençais à comprendre quelque chose. Ces petites choses, la lumière, la gratitude, l'eau, elles ne marchaient pas parce qu'elles étaient magiques.
Elle marchait parce que je faisais enfin attention. Pour la première fois depuis des années, je traitais mon corps comme s'il comptait, comme si je comptais. La 4e habitude est celle à laquelle j'ai résisté le plus longtemps, parce qu'elle demandait quelque chose que je ne pensais plus avoir. De la souplesse, pas le genre philosophique, le genre physique. Laissez-moi vous dire comment étaient les matins avant. Je me réveillais raide. Si raide que sortir du lit semblait comme soulever un camion. Mon dos protestait. Mes hanches me faisaient mal. Mes genoux craquaient assez fort pour effrayer le chat de la voisine. Je traînais les pieds jusqu'à la salle de bain, penchée en avant, bougeant comme si j'avais 90 ans au lieu de 80. Au moment où j'arrivais à la cuisine, je me sentais un peu plus souple, mais ça prenait des heures avant que je me sente capable de bouger normalement, et j'acceptais juste ça. Je pensais, c'est ce que ça fait d'avoir 80 ans. C'est ce qui arrive. Mais ensuite j'ai lu quelque chose qui m'a rendue furieuse. Ça disait que la plupart de la raideur que les personnes âgées ressentent n'est pas à cause de l'âge. C'est parce qu'on arrête de bouger pendant 7 ou 8 heures de sommeil et ensuite on se lève et on demande immédiatement à notre corps de supporter notre poids sans aucune préparation. C'est comme essayer de faire démarrer une voiture qui est restée dans un garage froid toute la nuit sans la laisser chauffer d'abord. Bien sûr qu'elle va gripper. La solution, bouger avant de sortir du lit. Je sais, ça semble ridicule, mais j'ai essayé. Le premier matin, j'ai mis mon réveil 5 minutes plus tôt. Quand il a sonné, je ne me suis pas levée. Je suis restée au lit et j'ai commencé à bouger, lentement. D'abord mes chevilles. Je les ai fait tourner en cercle, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Les 2 pieds, ça semblait absurde, comme quelque chose qu'un enfant ferait, mais j'ai continué. Ensuite, j'ai tiré mon genou droit vers ma poitrine, doucement, juste jusqu'à sentir un étirement dans ma hanche, tenu pendant 15 secondes. Puis le gauche, puis j'ai roulé mes épaules, en avant, en arrière. J'ai tourné ma tête d'un côté à l'autre, regardé vers le plafond, regardé vers ma poitrine. Le tout a pris peut-être 7 minutes. Quand je me suis enfin levée, je me suis sentie différente, pas parfaite, pas sans douleur, mais plus souple. J'ai continué à le faire. Chaque matin, la même séquence. À la 2e semaine, j'ai remarqué que je n'étais plus voûtée quand je marchais vers la salle de bain. À la 4e semaine, mon dos ne me faisait plus mal quand je me baissais pour ramasser quelque chose. Et puis quelque chose s'est passé que je n'arrive toujours pas à croire. C'était un samedi matin fin mai. Je faisais les 4 habitudes depuis environ 2 mois. La lumière, la gratitude, l'eau, le mouvement. Je me suis réveillée, j'ai fait mes cercles de chevilles et mes tirages de genoux et je me suis levée. Pas de douleur, pas moins de douleur. Pas de douleur. Je me suis tenue là à côté de mon lit, absolument immobile, attendant qu'elle arrive. Elle n'est pas arrivée. J'ai fait un pas, puis un autre. J'ai marché jusqu'à la salle de bain, dans le couloir, jusqu'à la cuisine. Normal, fluide, facile. J'ai commencé à pleurer. Pas des pleurs tristes. Je ne sais même pas quel genre de pleurs c'était. Du soulagement peut-être, ou de l'incrédulité. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai regardé le déambulateur que j'utilisais depuis 1 an. Il était plié dans le coin, poussiéreux. Je ne l'avais pas touché depuis 3 semaines. Je n'en avais plus besoin. Je l'ai pris, l'ai porté jusqu'au garage et l'ai laissé au bord du trottoir avec un panneau qui disait « Gratuit ». Il avait disparu avant midi. Cet après-midi-là, Sarah a frappé à ma porte. Elle habite 2 maisons plus loin, jeune pour moi. 41 ans, mariée, une fille. On était amicales depuis quelques années. Elle faisait signe en passant en voiture. Je faisais signe en retour. Mais environ 6 mois plus tôt, quelque chose avait changé. Elle se tenait dans son allée un matin complètement débordée. Sa fille, Emma, était en retard pour l'école. Sarah était encore dans ses vêtements de travail de la veille. La voiture ne démarrait pas. Je me suis approchée et j'ai proposé d'accompagner Emma à l'école. C'était seulement 4 rues. J'utilisais encore le déambulateur à l'époque, mais je pouvais me débrouiller. Sarah m'a regardée comme si je lui avais offert un rein.
Vous êtes sûre? A-t-elle demandé. Je ne veux pas. Je suis sûre, ai-je dit. Alors j'ai accompagné Emma à l'école. Elle m'a tenu la main tout le long, a parlé sans arrêt de sa maîtresse et de sa meilleure amie et d'un livre qu'elle lisait. Quand on est arrivé, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Merci, Madame Marguerite ». Je suis rentrée en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Après ça, c'est devenu une routine. Quelques fois par semaine, je ramenais Emma de l'école. Sarah était au travail. Emma faisait ses devoirs à ma table de cuisine, bavardant sans arrêt, pendant que je lui préparais un goûter. Ce n'était pas de la charité. C'était utile. J'étais utile, et Emma ne me voyait pas comme vieille. Elle me voyait juste comme Madame Marguerite. Ce samedi-là, quand Sarah a frappé, j'ai ouvert la porte et elle m'a regardé bizarrement. « Vous avez fait quelque chose de différent ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous avez l'air, je ne sais pas, plus grande ?» J'ai ri. J'ai jeté mon déambulateur. Ses yeux se sont écarquillés. « Vous avez quoi ? Je n'en ai plus besoin. » Elle m'a regardé un long moment, puis elle a souri. « Pas poli. Vrai. »« Bien, » a-t-elle dit. « Je n'ai jamais pensé que vous en aviez besoin. » On s'est tenu là sur mon perron et j'ai réalisé quelque chose. Je ne devenais pas juste plus forte. Je redevenais visible, pas comme quelqu'un qui avait besoin d'aide, comme quelqu'un qui en donnait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant mon réveil. J'ai fait mes cercles de cheville, mes tirages de genoux, mes roulements d'épaules. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai bu mon eau près de la fenêtre pendant que la lumière montait. J'ai écrit dans mon carnet « Je suis reconnaissante pour la façon dont mon corps se souvient comment bouger, pour le son qu'il fait quand je marche maintenant, régulier, égal, fort. » Et puis je me suis assise là, tenant mon stylo, et j'ai pensé à quelque chose que je ne m'étais pas permis de penser depuis des années. Et si je n'avais pas fini? Et s'il y avait encore plus? Je ne connaissais pas la réponse, mais pour la première fois depuis longtemps, je voulais le découvrir. La 5e habitude est celle que j'ai failli ne pas essayer, parce qu'elle demandait quelque chose dont je m'étais convaincue que je ne l'avais plus. Un but, c'était début juin. Je faisais les 4 autres habitudes depuis 3 mois. Je dormais toute la nuit. Mes articulations ne me faisaient pas mal. J'avais une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais il manquait encore quelque chose. Je ne pouvais pas le nommer au début. Juste ce vide silencieux qui s'installait dans ma poitrine chaque après-midi, comme si j'entretenais un corps qui n'avait nulle part où aller. Un matin, j'étais assise près de ma fenêtre, écrivant mes gratitudes, et j'ai écrit quelque chose qui m'a surprise. Je suis reconnaissante de m'être réveillée aujourd'hui. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'étais reconnaissante de me sentir mieux, mais reconnaissante de m'être réveillée, je n'étais pas sûre. Pourquoi est-ce que je me réveillais? La question m'a accompagnée toute la journée, toute la semaine. Et puis, un après-midi, Emma y a répondu sans savoir qu'elle l'avait fait. Elle était à ma table de cuisine, faisant ses devoirs de maths. Je faisais la vaisselle. Elle a levé les yeux soudainement et a dit « Madame Marguerite, est-ce que vous vous sentez parfois seule ?» Je me suis retournée, surprise. « Parfois. Pourquoi ?» Ma maîtresse a dit que sa mamie est seule. Elle habite loin et n'a personne à qui parler. Elle est retournée à son exercice comme si c'était juste une pensée en passant. Mais je me suis tenue là devant l'évier, les mains encore mouillées, et quelque chose s'est fissuré en moi. Je n'étais plus seule. Pas parce que j'avais plus de gens autour de moi, mais parce que j'avais ça. Emma à ma table, Sarah qui passait pour demander si j'avais besoin de quelque chose du magasin. Le facteur qui connaissait maintenant mon nom. J'étais devenue partie de leur vie, pas de façon grandiose, juste présente, utile, stable. Et ils étaient devenus partie de la mienne. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon esprit courait avec une question que j'avais eu peur de poser pendant des années. Qui d'autre a besoin de ce que je peux donner? Le lendemain matin, j'ai ajouté quelque chose de nouveau à ma routine. Après avoir écrit mes 3 gratitudes, j'ai écrit une chose de plus.
Aujourd'hui je vais, et j'ai fini la phrase avec quelque chose de spécifique, quelque chose de petit, quelque chose que je ferai pour quelqu'un d'autre ce jour-là même. La première était « Aujourd'hui, je vais appeler Henri et lui demander des nouvelles de son jardin. » Henri est mon frère aîné. On ne parle pas beaucoup, une fois par mois peut-être. Des appels polis, superficials. Mais je savais qu'il avait commencé à faire pousser des tomates l'été dernier. Et je savais qu'il en était fier, même s'il ne le dirait jamais. Alors je l'ai appelé. Pas pour demander quelque chose, pas pour le mettre à jour sur ma santé. Juste pour lui demander des nouvelles de ses tomates. Il a été silencieux un moment. Puis il s'est mis à parler. Vraiment parler. De la terre et des parasites et des variétés qui marchaient le mieux. On est resté au téléphone pendant 40 minutes. Quand on a raccroché, je me suis assise en me sentant pleine. Comme si je lui avais donné quelque chose. Et qu'il m'avait donné quelque chose en retour. Le lendemain, j'ai écrit « Aujourd'hui, je vais laisser un mot pour le facteur le remerciant d'être toujours gentil. » Je l'ai fait. Je l'ai scotché à la boîte aux lettres. 2 jours plus tard, il a frappé à ma porte juste pour dire merci. Il s'appelle Jean-Pierre. On ne s'était jamais vraiment parlé avant. Maintenant, on discute chaque fois qu'il distribue le courrier. En 2 semaines, quelque chose a changé. Je ne me réveillais plus en me demandant comment j'allais traverser la journée. Je me réveillais avec quelque chose à faire. Pas des corvées, pas des obligations. Des connexions. J'ai commencé à envoyer des messages à mon petit-fils à propos de ses matchs de foot. Je ne savais même pas que je pouvais envoyer des messages jusqu'à ce que Sarah me montre. J'ai fait des muffins en plus et je les ai apportés à ma voisine, Madame Chen, qui venait de se faire opérer. J'ai envoyé une carte à ma fille Patricia, pas pour son anniversaire, juste parce que je pensais à elle. De petites choses, mais elles comptaient. Et voici ce que je n'attendais pas. Plus je donnais, plus j'avais. Pas des choses, de l'énergie. Comme si mon corps comprenait enfin à quoi il servait. En août, mon médecin a refait mes analyses de sang. HbA1c, 5,6. Cholestérol, normal. Tension, 11,87/6. Il s'est adossé à sa chaise et a secoué la tête. Marguerite, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous êtes en meilleure santé maintenant qu'il y a 3 ans. Je sais ce que je fais, ai-je dit. Il a attendu. Je vis. Il a souri. Eh bien, continuez. J'ai 83 ans maintenant. Je vis toujours seule, mais je ne me sens pas seule. Je prends toujours 4 médicaments, mais je ne me sens pas malade. J'ai toujours des matins où mon corps me rappelle que je suis vieille. Mais je ne me sens pas vieille. Chaque matin, je fais les mêmes 5 choses. Je m'assois près de ma fenêtre et je laisse la lumière me réveiller. J'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, avec tous les détails dont je peux me souvenir. Je bois un grand verre d'eau avant de toucher à mon café. Je bouge mon corps doucement avant de lui demander de me porter. Et j'écris une petite façon dont je vais me montrer pour quelqu'un d'autre ce jour-là. C'est tout. Pas de traitement coûteux. Pas de routine compliquée. Juste 5 petites habitudes qui, ensemble, m'ont rendu ma vie. La semaine dernière, Emma est venue après l'école et m'a demandé si elle pouvait faire ses devoirs à ma table comme avant. « Bien sûr », ai-je dit. Elle s'est assise, a sorti son cahier et s'est mise à écrire. Après quelques minutes, elle a levé les yeux. « Madame Marguerite, est-ce que vous pensez que vous vivrez jusqu'à 100 ans ?» J'ai ri. « Je ne sais pas. Peut-être. »« J'espère que oui, » a-t-elle dit, très sérieusement. Parce que je vais avoir besoin de vous quand je serai plus grande. J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne vais nulle part, ai-je dit. Et je le pensais. Il y a un moment auquel je pense parfois. C'était l'été 1975. J'avais 32 ans. Je venais de déménager loin de ma famille parce que le travail de Richard l'exigeait. J'étais debout dans une nouvelle cuisine, dans une nouvelle ville, déballant des cartons, et j'ai ressenti ce sentiment écrasant de petitesse, comme si j'avais fait un choix que je ne pouvais pas défaire. Il y avait un homme que j'avais connu avant Richard, Arthur. Il m'avait demandé de partir avec lui dans le sud, pas pour l'épouser, juste pour venir, pour voir ce qu'il y avait d'autre. J'ai dit non. J'y pense parfois, pas avec regret exactement, juste avec curiosité.
À quoi aurait ressemblé cette version de ma vie? Mais voici ce que je sais maintenant. Cette version de moi, celle qui est restée, celle qui a choisi la sécurité, elle a survécu. Et cette version, celle qui est assise ici à 83 ans, écrivant ceci, elle s'épanouit. Les deux choses comptent. Si vous lisez ceci ou écoutez, ou quelle que soit la façon dont cela vous trouve, vous n'êtes pas trop vieille, il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas trop loin. Votre corps écoute encore. Et si vous commencez à faire attention, vraiment attention, il vous surprendra avec ce qu'il peut encore faire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Aucune de nous ne le sait. Mais je sais ceci, je ne le gaspille plus. Merci d'être resté avec moi. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a donné ne serait-ce qu'un petit peu d'espoir, je serais reconnaissante si vous la partagiez. Et si vous voulez vous asseoir avec moi à nouveau, il y a plus que j'aimerais vous raconter. Je serai là.